Ce soir, l'Afrique se tient au bord d'un carrefour où chaque choix ressemble à une blessure possible plutôt qu'à une simple décision. Au Nigeria, les mots d'un ancien président américain promettant d'intervenir vicieusement pour protéger les chrétiens résonnent plus comme le bruit des bombes passées que comme une prière exaucée, tandis qu'en arrière-plan, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un écho de souveraineté nouvelle. Que signifie réellement cette menace pour ceux qui, du Sahel au delta du Niger, voient se rapprocher à la fois le fantôme de la recolonisation et l'espoir panafricain incarné par Ibrahim Traoré, Burkina Faso? Dans cette nuit lourde, une seule chose est sûre: ce qui se joue à Abuja ne restera pas à Abuja. Dans les minutes qui suivent, le récit ne cherchera pas à flatter les illusions, mais à montrer comment une phrase venue de Washington peut déplacer des frontières invisibles dans les consciences africaines. L'enjeu est simple: comprendre ce qui se cache derrière la promesse de protection pour mieux lire les risques réels pour le Nigeria et, au-delà, pour toute l'Afrique de l'Ouest. Car derrière l'apparente défense des chrétiens nigérians se profilent des questions que le continent a déjà trop souvent entendues, sans jamais obtenir de réponse honnête. Qui décide de la valeur d'une vie? Qui trace la ligne entre aide et ingérence? Qui transforme la foi en argument stratégique sur les plateaux de télévision? Le président Bola Ahmed Tinubu, placé au centre de ce jeu de force, doit entendre d'un côté les promesses américaines de soutien contre Boko Haram, de l'autre la montée d'un discours de rupture qui, de Ouagadougou à Bamako, trouve en Ibrahim Traoré un porte-voix inattendu. Le script qui commence ici promet donc une chose: décortiquer ces tensions sans romantisme pour que chaque spectateur puisse juger par lui-même ce que signifie vraiment protéger le Nigeria aujourd'hui. Le premier signe concret que la déclaration venue de Washington n'est passé le simple registre rhétorique est apparu lorsque, dans plusieurs capitales africaines, des analystes ont souligné que ce type d'avertissement avait souvent précédé des interventions assorties de contrats énergétiques. Ce rappel, porté notamment par des observateurs familiers des crises libyennes et irakiennes, a ravivé une inquiétude que beaucoup croyaient enfouie. Le second signal est arrivé avec un chiffre précis: plus de 200 millions de Nigérians directement concernés par l'équilibre confessionnel du pays, ce qui a transformé une phrase isolée en un enjeu continental. À partir de là, le décor s'est imposé de lui-même. Le Nigeria, fort d'une population colossale et de ressources pétrolières que le monde scrute depuis des décennies, est devenu le point focal d'une confrontation où se mêlent diplomatie, rivalité géopolitique et mémoire encore brûlante d'interventions étrangères. La réaction du président Bola Ahmed Tinubu, mesurée et empreinte de prudence, a été perçue comme un appel à la coopération sécuritaire, mais elle a aussi ravivé les souvenirs de situations où l'aide occidentale s'est transformée en dépendance stratégique. Dans cet environnement saturé de références aux précédentes crises régionales, chaque mot prononcé depuis Washington a trouvé une résonance plus large que son intention apparente. C'est précisément dans ce climat que la voix d'Ibrahim Traoré, portée depuis le Burkina Faso, a pris une ampleur inattendue. Son insistance sur la souveraineté africaine, déjà relayée par plusieurs nations du Sahel, a donné une dimension nouvelle à la perception du public. Le contraste entre un discours continental réclamant l'autonomie et un avertissement formulé par une puissance majeure ne pouvait qu'amplifier les tensions. En parallèle, les commentateurs ont rappelé que les populations du nord nigérian, longtemps exposées aux violences de groupes armés, demeuraient les premières à ressentir les effets des repositionnements internationaux. Ce moment, combinant la surprise initiale et l'émergence d'une alternative panafricaine incarnée en partie par Ibrahim Traoré Interview et Ibrahim Traoré Burkina Faso,
marque le début d'un questionnement collectif. L'enjeu est-il vraiment la protection ou la redéfinition du rapport de force en Afrique de l'Ouest? Dès les premières heures suivant la déclaration venue de Washington, les Nigérians, les plus directement exposés aux secousses politiques, ont cherché des figures capables de donner un sens à ce qui se déroulait sous leurs yeux. Dans les milieux diplomatiques d'Abuja, certains conseillers ont tenté de présenter les propos américains comme une opportunité de renforcer la lutte contre les groupes armés du Nord-Est. Cette lecture, prudente et volontairement rationnelle, est devenue l'un des premiers repères pour ceux qui refusaient d'y voir un prélude à une ingérence plus profonde. À l'opposé, dans les rues de Lagos, un autre type de voix a émergé. Des commerçants habitués au cycle récurrent de tensions internationales ont raconté comment chaque rumeur d'intervention étrangère finit toujours par affecter le coût du transport, la disponibilité du carburant ou la stabilité des marchés locaux. Leur témoignage, sans théorie ni discours élaboré, a constitué un microcas révélateur. Pour beaucoup, la menace ne commence pas avec des soldats, mais avec une inquiétude sourde qui traverse les quartiers dès que les puissances parlant de paix évoquent aussi la possibilité d'agir vigoureusement. Un second exemple est venu du nord du pays, où des responsables communautaires ont confié que les annonces internationales, même formulées au nom de la sécurité, réveillent des peurs anciennes. Ils ont rappelé que chaque intervention passée, qu'elle soit diplomatique, militaire ou humanitaire, s'est toujours traduite par une période de confusion dont les populations locales ont payé le prix le plus lourd. Ces deux regards, l'un institutionnel, l'autre populaire, montrent le même dilemme. Dès que l'équilibre est menacé, ce sont les Nigérians ordinaires qui ressentent les premiers frémissements d'un choix qui les dépasse. Avant la déclaration venue de Washington, le paysage politique nigérian semblait s'en tenir aux équilibres habituels. Coopération contrôlée avec l'Occident, prudence diplomatique envers les partenaires régionaux, et gestion difficile mais constante des tensions internes. Après ces mots, pourtant, la scène s'est déplacée brusquement, comme si une ligne invisible avait cédé. Les conversations dans les ministères ont cessé d'être théoriques. Elles sont devenues urgentes, presque nerveuses, car chacun comprenait que ce type d'avertissement ne reste jamais sans suite. La première secousse a touché le gouvernement Tinubu. Les conseillers les plus proches ont tenté de préserver une image de continuité, évoquant un partenariat sécuritaire nécessaire contre Boko Haram. Mais derrière les portes closes, la question était moins simple. Comment accepter une aide qui, dans d'autres régions, s'est transformée en présence durable, en surveillance élargie et en perte progressive de souveraineté? Ce dilemme a imposé un rythme nouveau aux réunions, rappelant à chacun que la marge de manœuvre du Nigeria restait étroitement observée par les puissances étrangères. La seconde secousse est venue du public. Sur les réseaux sociaux, des extraits d'anciennes interventions occidentales ont ressurgi, rappelant la Libye, l'Irak, la Syrie et la longue liste de pays où les promesses de protection s'étaient soldées par des ruines. Dans plusieurs quartiers de Lagos, des groupes de jeunes ont commencé à organiser des rassemblements improvisés, non pas contre un ennemi interne, mais contre la perspective d'un avenir où leur pays deviendrait le prochain terrain d'une stratégie extérieure. Ces mobilisations, spontanées et souvent brèves, ont multiplié les échos d'un sentiment ancien, la peur de voir la souveraineté troquée contre des garanties éphémères. Un troisième mouvement, plus subtil mais tout aussi profond, s'est produit dans le Sahel. Les déclarations de Ibrahim Traoré, relayées dans les médias panafricains, ont commencé à influencer l'opinion nigériane. Les références à une Afrique affirmant sa propre voix, déjà populaire, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ont trouvé une nouvelle résonance à Abuja. L'ascension médiatique d'Ibrahim Traoré Burkina Faso
analysé dans certaines Ibrahim Traoré interviews, a renforcé le contraste avec la dépendance diplomatique perçue du Nigeria. Ce glissement idéologique n'était pas spectaculaire, mais il avançait vite, porté par une jeunesse connectée et méfiante envers les récits institutionnels. Pendant ce temps, les puissances occidentales ajustaient leur position. Les déclarations européennes, prudentes et diffuses, ont laissé apparaître un souci évident: éviter que le Nigeria bascule du côté des pays du Sahel ayant déjà rejeté l'influence militaire française. Du côté américain, les signaux se sont multipliés, évoquant tantôt la nécessité de lutter contre le terrorisme, tantôt l'importance des libertés religieuses. Pour beaucoup de Nigérians, ce changement soudain d'attention internationale sonnait moins comme une solidarité tardive que comme la préparation soigneuse d'un nouveau rapport de force. Enfin, l'inquiétude s'est étendue aux zones rurales du Nord. Des responsables locaux ont signalé une augmentation de la méfiance envers toute présence étrangère, même humanitaire. Les habitants, marqués par des années d'instabilité, craignaient d'être une fois de plus entraînés dans un jeu où les grandes puissances parlent de paix mais opèrent selon d'autres priorités. Ainsi se dessine la trajectoire des événements: une déclaration extérieure, une onde de choc interne, un repositionnement régional, et au centre de tout, un pays dont chaque choix semble devoir redéfinir l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest. Au départ, la situation nigériane semblait stable, un pays dont les institutions poursuivaient leurs ajustements habituels malgré les tensions persistantes. Mais après la déclaration américaine, l'évolution a été nette, presque mécanique, comme si un ancien cycle se remettait brutalement en marche. Ce basculement tient à un principe simple: lorsque l'attention d'une grande puissance se focalise sur un État déjà fragilisé, chaque variable, politique, économique ou sécuritaire, se met à réagir plus vite et plus fortement. La phrase prononcée à Washington a joué ce rôle de catalyseur, révélant une dynamique qui couvait depuis longtemps. Le premier indicateur concerne la population. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent. Et cette ampleur démographique signifie que toute crise, même localisée, a des répercussions continentales. Cette quantité humaine transforme chaque mouvement politique en onde régionale. Selon plusieurs observateurs, cette dimension démographique explique pourquoi les propos américains ont provoqué un étonnement immédiat. Toucher un pays aussi vaste, c'est toucher l'Ouest africain dans son ensemble. Le deuxième indicateur est énergétique. Le pays détient des réserves de pétrole qui le placent historiquement parmi les plus grands producteurs d'Afrique. Cette ressource constitue une forme de pression permanente car elle attire les entreprises étrangères, cristallise les rivalités diplomatiques et suscite des interventions justifiées au nom de la stabilité économique. Le Nigeria se retrouve ainsi dans une position ambiguë, essentielle pour les circuits mondiaux, mais vulnérable face aux stratégies qui prétendent préserver cet équilibre. Ce paradoxe, rappelé par les analystes depuis des années, éclaire la rapidité avec laquelle les marchés ont réagi après la menace formulée depuis les États-Unis. Le troisième indicateur concerne le terrorisme. Depuis plus d'une décennie, les attaques attribuées à Boko Haram dans le nord-est ont maintenu le pays dans un état d'alerte continuelle. Les organisations locales signalent régulièrement des événements violents dans plusieurs districts, créant un climat où toute offre d'assistance étrangère, même présentée comme humanitaire, est immédiatement associée à des enjeux militaires plus larges. L'insécurité interne rend le pays extrêmement sensible aux déclarations extérieures, car les populations savent que chaque nouvelle intervention peut entraîner une recomposition du terrain, parfois sans bénéfice tangible pour ceux qui vivent dans les zones affectées. Ces trois données, démographie massive, richesse énergétique, insécurité prolongée, forment un ensemble difficile à ignorer.
Elles expliquent pourquoi une seule phrase lancée au nom de la protection religieuse a déclenché une réaction qui dépasse la question confessionnelle. Les Nigérians voient dans ces chiffres non pas des abstractions, mais les éléments concrets d'une réalité qu'ils connaissent. Les interventions extérieures suivent toujours les mêmes lignes, s'appuyant sur les vulnérabilités les plus visibles tout en façonnant des dépendances plus discrètes. Les experts du continent soulignent que la combinaison de ces facteurs crée une zone de turbulence durable. Un pays aussi vaste et stratégique ne peut pas rester indifférent à un discours formulé par une puissance mondiale, car chaque donnée rappelle un risque, celui de voir l'histoire récente d'autres nations répétée sous une nouvelle forme. Les chiffres ne disent pas tout, mais ils montrent assez clairement pourquoi le Nigeria se trouve maintenant au centre d'un débat qui dépasse largement ses frontières. Le premier argument, défendu par une partie du gouvernement nigérian et par plusieurs partenaires occidentaux, repose sur l'idée que la coopération sécuritaire avec les États-Unis constitue une nécessité pragmatique. Selon cette vision, les menaces persistantes dans le nord-est, les attaques contre les églises et les enlèvements d'enfants prouvent que le pays fait face à un ennemi asymétrique auquel il ne peut répondre seul. Dans cette logique, accepter l'assistance américaine, qu'il s'agisse de renseignements, de drones ou de formations spécialisées, revient à éviter une détérioration rapide de la situation intérieure. Les partisans de cette position soulignent que la lutte contre Boko Haram dépasse les capacités logistiques des forces locales et qu'un appui extérieur pourrait réduire la pression sur les communautés les plus exposées. Le second argument, porté par de nombreux intellectuels africains et relayé par les mouvements panafricains, défend au contraire que toute intervention occidentale ouvre la voie à une forme d'ingérence progressive. Pour eux, les précédents de la Libye et de l'Irak illustrent un schéma clair. Des opérations présentées comme humanitaires ou sécuritaires aboutissent à des déséquilibres durables et parfois au démantèlement complet des États concernés. Cette ligne de pensée estime que la référence à la protection des chrétiens sert davantage de justification politique que de véritable engagement moral. Elle insiste également sur un point sensible. La richesse pétrolière nigériane a historiquement attiré les puissances étrangères, ce qui alimente la méfiance dès qu'une assistance militaire est proposée. Face à ces deux raisonnements, la synthèse issue des faits disponibles montre une nuance importante. Les inquiétudes des milieux panafricains ne se fondent pas sur des spéculations abstraites, mais sur des événements réels mentionnés dans le récit. Les exemples de pays où l'aide occidentale s'est transformée en présence permanente, souvent accompagnés de contrats énergétiques ou de conditions politiques, nourrissent une méfiance difficile à dissiper. Ainsi, même si la coopération sécuritaire pourrait apporter un soulagement tactique, les données du passé rappellent que ces implications stratégiques dépassent largement le champ de la lutte antiterroriste. La bascule s'est produite discrètement. En quelques jours, le débat national, jusque-là centré sur la menace extérieure, s'est déplacé vers une interrogation plus profonde. Qui décide réellement de la trajectoire du Nigeria lorsque les puissances mondiales affirment vouloir le protéger? Cette question, portée d'abord par des universitaires, a rapidement gagné les marchés, les mosquées et les campus, révélant une fracture moins religieuse que souverainiste. Dans ce nouvel instant charnière, une référence a commencé à circuler dans les discussions. La posture défendue par Ibrahim Traoré, perçue, même à distance, comme l'image d'une autonomie revendiquée face aux ingérences étrangères. Les analyses relayant des extraits d'Ibrahim Traoré Interview ont renforcé cette impression, montrant comment un discours venu de Ouagadougou résonnait désormais jusqu'à Abuja. Pour beaucoup, ce contraste a servi de miroir. Si certains pays du Sahel ont pu rompre avec leurs anciens partenaires militaires, pourquoi le Nigeria devrait-il ignorer cette dynamique?
Ce point médian n'a pas résolu le débat, mais il l'a transformé. Il ne s'agissait plus seulement d'évaluer une déclaration américaine, mais de déterminer si le pays accepterait encore longtemps que d'autres définissent ses priorités au nom de la sécurité. Les répercussions de la déclaration américaine ont d'abord touché l'appareil d'État nigérian. Dans les ministères, plusieurs directions ont vu leurs agendas réorganisés autour de la question de la souveraineté, obligeant les équipes à réévaluer les partenariats militaires et les accords en cours. Les diplomates ont dû redoubler d'efforts pour clarifier la position du Nigeria, afin d'éviter que la communauté internationale n'interprète le silence comme un alignement automatique. Enfin, des conseillers proches de la présidence ont reconnu en privé que le pays devait désormais anticiper des pressions accrues de la part des grandes puissances cherchant à orienter la politique intérieure. Les entreprises, elles aussi, ont ressenti la tension. Dans le secteur énergétique, les investisseurs étrangers ont commencé à demander des garanties supplémentaires, craignant que les tensions géopolitiques modifient les règles du jeu. Certaines compagnies locales, dépendantes des chaînes d'approvisionnement internationales, ont rapporté des retards liés à l'incertitude que la situation créait. Les marchés financiers, sensibles aux signaux politiques, ont réagi par une volatilité inhabituelle, montrant que même une déclaration isolée pouvait influencer la perception de stabilité du pays. En parallèle, les citoyens ont perçu les effets au quotidien. Dans les quartiers populaires, les discussions se sont orientées vers la peur d'un scénario, rappelant ceux de pays où l'aide internationale avait précédé des bouleversements profonds. Plusieurs familles du Nord, confrontées depuis longtemps aux violences de groupes armés, ont exprimé leur inquiétude face à l'idée d'une intervention étrangère pouvant modifier l'équilibre fragile qu'elles connaissaient. Les habitants des grandes villes, quant à eux, ont noté que la simple montée des tensions suffisait à perturber les prix du carburant et du transport, éléments essentiels de leur vie quotidienne. Au niveau régional, l'impact a été tout aussi marqué. Les pays du Sahel, déjà engagés dans une recomposition sécuritaire, ont observé avec attention la réaction d'Abuja, sachant que le Nigeria reste un acteur central pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Les analystes ont souligné que les positions défendues dans Burkina Faso News et relayant les prises de parole d'Ibrahim Traoré donnaient à cette crise une portée symbolique plus large, opposant deux visions de la souveraineté africaine. Certains responsables du Niger et du Mali ont même affirmé que selon la direction que prendrait Abuja, la dynamique régionale pourrait s'orienter vers un renforcement du bloc sahélien ou, au contraire, vers une plus grande dépendance aux partenaires occidentaux. Dans ce paysage mouvant, un constat s'est imposé: les conséquences ne se limitaient ni à la religion ni à la sécurité. Elles redessinaient progressivement les lignes économiques, politiques et sociales du Nigeria, tout en projetant une ombre longue sur l'ensemble de la sous-région. Le débat sur la souveraineté, renforcé par certaines analyses associées à Ibrahim Traoré Interview, a ainsi dépassé le cadre national pour devenir une question continentale. Le pays se retrouve désormais au cœur d'un équilibre où chaque choix pourrait modifier la trajectoire collective de l'Afrique de l'Ouest. Dans un premier scénario, que l'on peut considérer comme un cas de base relativement fragile, le Nigeria pourrait, dans les 6 à 12 prochains mois, maintenir une stabilité relative tout en demeurant sous une vigilance diplomatique accrue. Les discussions avec les États-Unis resteraient centrées sur la lutte antiterroriste, sans franchir le seuil d'une intervention directe, mais les conditions associées à ce partenariat continueraient de susciter des débats internes. Les tensions politiques, bien qu'atténuées, pourraient persister sous forme de désaccords entre partisans de la coopération occidentale et défenseurs d'une autonomie renforcée. Dans ce scénario, le pays avancerait prudemment, oscillant entre prudence stratégique et nécessité de préserver l'image d'un État souverain.
Dans un deuxième scénario, plus optimiste et marqué par une réaffirmation de la souveraineté, on peut envisager une consolidation de la position nigériane, avec un recentrage sur les priorités nationales et un repositionnement dans les alliances régionales. Dans cette perspective, les discours souverainistes, déjà présents dans plusieurs nations du Sahel, trouveraient un écho plus large à Abuja, renforcé par la visibilité internationale d'Ibrahim Traoré et les analyses relayées dans certaines Ibrahim Traoré interviews. Le Nigeria pourrait alors engager un dialogue plus équilibré avec les puissances extérieures, limitant les dépendances et renforçant des coopérations choisies plutôt que subies. Ce scénario verrait également une meilleure coordination avec les voisins ouest-africains, permettant une gestion plus cohérente des défis sécuritaires. Dans un troisième scénario, plus sombre et marqué par un glissement vers l'affrontement, on peut projeter une montée des tensions internes si les engagements internationaux se transformaient en pression politique ou en présence militaire élargie. Ce glissement pourrait provoquer une polarisation accrue entre les institutions, les groupes civils et les acteurs régionaux, rappelant les étapes observées dans certains pays mentionnés dans les Burkina Faso News. Un affaiblissement de la cohésion nationale ouvrirait la voie à des contestations plus fréquentes, fragilisant les équilibres déjà sensibles du nord et du delta du Niger. Dans cette configuration, le pays entrerait dans une phase d'incertitude prolongée, où chaque décision extérieure serait perçue comme une menace potentielle. À partir de ces trois scénarios, une recommandation de perspective se dégage. Dans l'ensemble, ces scénarios montrent qu'au-delà des discours, l'enjeu réel réside dans la capacité du Nigeria à identifier clairement ce qu'il considère comme souveraineté et ce qu'il accepte comme partenariat. Cette distinction, encore floue, déterminera la direction que prendra le pays dans l'année à venir. Pour ceux qui suivent de près les questions institutionnelles, la crise ouverte par la déclaration américaine a mis en lumière une réalité souvent occultée: la fragilité des équilibres qui structurent la gouvernance nigériane. Ces observateurs ont constaté que, derrière chaque communiqué officiel, se cachent des tensions entre la nécessité de coopérer à l'international et l'obligation de préserver une marge d'autonomie. Pour eux, l'enjeu n'est pas seulement politique. Il touche à la manière dont un État définit sa place dans un monde où les puissances agissent rarement sans intention stratégique. Les acteurs économiques, eux, ont ressenti la situation différemment. Dans les secteurs liés au commerce, à l'énergie ou au transport, l'incertitude provoquée par les discours extérieurs a ravivé les inquiétudes face aux fluctuations de marché. Plusieurs entrepreneurs ont reconnu que les répercussions d'une simple phrase prononcée à Washington pouvaient modifier leurs prévisions, retarder des investissements ou compliquer des négociations en cours. Pour cette catégorie, les tensions géopolitiques ne sont pas abstraites. Elles influencent directement les marges, les coûts et la stabilité du travail quotidien. Enfin, pour les citoyens ordinaires, souvent éloignés des discussions diplomatiques ou économiques, ce qui domine est un sentiment plus intime: la crainte que les décisions prises loin de leur réalité redéfinissent malgré eux leur avenir. Dans les villes comme dans les campagnes, beaucoup s'interrogent sur la manière dont les rivalités internationales pourraient affecter leur sécurité, leur mobilité, ou même les relations intercommunautaires déjà fragiles dans certaines régions du Nord. À ces trois groupes, une seule suggestion de perspective peut être formulée: considérer que les discours internationaux, quels qu'ils soient, ne sont jamais isolés du vécu quotidien. Les comprendre, c'est déjà réduire leur capacité à surprendre. Le premier axe consisterait pour les institutions nigérianes à établir un cadre de transparence autour des partenariats sécuritaires. Ce dispositif, piloté par le ministère des Affaires étrangères, pourrait être déployé dans les 3 à 6 prochains mois et évalué selon la clarté des conditions d'assistance négociées.
L'objectif serait de réduire les zones d'ambiguïté qui nourrissent la défiance et de garantir que chaque engagement extérieur reste compatible avec la souveraineté nationale. Le deuxième axe viserait à renforcer la coordination régionale. Abuja pourrait convoquer, dans un délai d'un semestre, une série de consultations avec les États du Sahel et du Golfe de Guinée afin d'harmoniser les priorités sécuritaires. Ce processus, inspiré par l'élan souverainiste qui a amplifié la visibilité d'Ibrahim Traoré, serait mesuré à travers la mise en place de mécanismes communs de partage d'informations, de prévention et de réponse aux menaces transfrontalières. L'enjeu n'est pas l'adhésion à un bloc unique, mais la construction d'un espace de dialogue capable de réduire les dépendances extérieures. Le troisième axe concernerait la cohésion interne. Les autorités pourraient lancer d'ici un an un programme d'écoute et de médiation dans les zones affectées par les tensions confessionnelles. La réussite de cette initiative se mesurerait au recul des incidents communautaires et à l'amélioration de la confiance entre les groupes religieux. En parallèle, des analyses relayant certaines Ibrahim Traoré interviews pourraient servir de support pédagogique pour encourager une réflexion citoyenne sur les rapports entre sécurité, ingérence et autonomie. Enfin, un quatrième axe viserait à renforcer l'éducation civique et médiatique. À travers des campagnes publiques, il s'agirait d'encourager une compréhension plus fine des dynamiques géopolitiques afin que les citoyens puissent interpréter les discours internationaux sans être piégés par les récits simplifiés. Quand l'écho de la crise s'est amplifié au Nigeria, certains se sont souvenus du commerçant de Lagos qui, dès les premiers jours, avait remarqué que les tensions internationales se ressentent toujours, avant tout, dans la vie quotidienne. Ce rappel, presque anodin, est devenu un motif puissant. Il montre que les grandes décisions ne s'éprouvent pas seulement dans les discours officiels, mais d'abord dans les rues, les marchés et les espaces où les citoyens cherchent à comprendre ce qui menace leur stabilité. Dans ce climat chargé, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont continué de circuler, non pas comme des slogans, mais comme des signaux d'une autre manière de penser la souveraineté. Les discussions liées à Ibrahim Traoré Burkina Faso et aux analyses d'Ibrahim Traoré Interview ont offert un miroir à ceux qui craignent de voir leur pays glisser vers une dépendance renouvelée. Pour beaucoup, cette confrontation d'idées a mis en lumière un constat simple. L'Afrique se trouve à un moment où elle peut encore choisir sa propre narration. Le récit revient alors à cette intuition du commerçant. La souveraineté ne se mesure pas dans les promesses, mais dans ce que les peuples acceptent de supporter. La liberté commence là où la peur se brise. Au terme de ces événements et des échos qu'ils ont provoqués, un autre paysage s'ouvre devant les Nigérians comme devant l'ensemble du continent. Les tensions suscitées par la déclaration américaine ont montré que derrière chaque discours sur la protection se dessine une lutte plus vaste pour définir qui détient le droit de nommer les risques, d'interpréter les menaces et de décider de l'avenir. Cette période trouble rappelle que les grandes puissances ne façonnent pas seulement les stratégies, elles influencent aussi les imaginaires, parfois sans que cela ne soit perceptible immédiatement. Dans ce contexte, la conversation publique devient un espace essentiel. Elle permet de distinguer ce qui relève des peurs héritées, ce qui appartient aux récits extérieurs et ce qui, au contraire, naît des attentes des peuples eux-mêmes. Chacun, selon sa position, peut y trouver une manière de réfléchir aux liens entre sécurité, souveraineté et dignité, sans s'enfermer dans les oppositions qui ont longtemps servi de cadre unique aux débats africains. Alors, une question demeure, simple mais décisive. Que voyons-nous vraiment dans ces tensions